25 juin 2009, une onde de choc foudroyante paralyse la planète entière. Les réseaux de communication mondiaux s'effondrent sous le poids d'une seule et unique recherche. Le roi de la pop a poussé son dernier soupir. Mais derrière les larmes mondiales, derrière les hommages planétaires et les veillées aux chandelles improvisées, se dissimule une réalité d'une noirceur absolue. Un secret que le grand public ignore alors totalement. Au moment exact où son cœur cesse de battre dans le silence glaçant de sa chambre de Los Angeles, Michael Jackson n'est plus l'homme invincible qui marchait sur la Lune. Il est un homme traqué, acculé, littéralement asphyxié par une montagne de dettes d'une ampleur vertigineuse. Nous parlons ici de plus de 500 millions de dollars de déficit. Comment l'artiste le plus couronné de succès de tous les temps, le génie intouchable qui a redéfini à lui seul l'économie de l'industrie musicale, a-t-il pu se retrouver piégé dans un tel abîme financier? Et surtout, par quel tour de magie macabre cet homme ruiné est-il devenu, depuis l'au-delà, l'entité la plus rentable de l'histoire du divertissement en générant plus de 3,5 milliards de dollars depuis sa propre tombe? C'est l'histoire secrète et impitoyable d'un empire financier colossal, bâti à la sueur d'un talent pur, pulvérisé par une excentricité sans limite et des démons insatiables, puis miraculeusement ressuscité par une ingénierie capitaliste froide et méthodique. Bienvenue dans la face cachée de l'empire de Michael Jackson. Tout a commencé dans la sueur et la poussière industrielle de Gary, dans l'Indiana. Une petite maison surchauffée de 2 pièces abritant une famille nombreuse sous la coupe d'un patriarche impitoyable, Joseph Jackson. C'est là que le rapport de Michael à l'argent a été forgé, dans l'urgence absolue de s'extirper de la misère prolétaire. Sous les coups de ceinture de son père, il accomplit que le succès n'était pas un choix, mais une question de survie biologique. Dès les premières années de la gloire fulgurante des Jackson 5 sous l'égide de label Motown, le jeune Michael a vu les flots de dollars affluer. Mais il n'en a jamais vraiment contrôlé la source ni le flux, ce qui a creusé en lui une soif intarissable de contrôle financier, une obsession d'indépendance qu'il ne pourrait assouvir qu'à l'âge adulte. Il observait les dirigeants de maisons de disques s'enrichir sur le dos des artistes et il s'est juré secrètement qu'il ne serait jamais une simple marionnette, il serait le marionnettiste. L'émancipation prend la forme d'un cataclysme musical en 1982. La sortie de l'album Thriller crée un séisme absolu qui fracture l'histoire de la pop culture. Il ne s'agit plus de vendre de simples disques noirs en vinyle, il s'agit d'un phénomène culturel global qui s'empare des ondes radiophoniques, des écrans de télévision grâce à la toute nouvelle chaîne MTV et des foyers du monde entier. La musique devient par son impulsion un produit de consommation de masse d'un luxe absolu. Les royalties tombent en cascade interrompue, générant des dizaines de millions de dollars dans l'espace de quelques mois seulement. Les tournées mondiales monumentales remplissent des stades gigantesques, de Tokyo à Londres, de New York à Paris, transformant chaque apparition publique en une opération financière d'envergure militaire. À cette époque bénie, son génie ne se limite plus à la chorégraphie sur scène ou aux arrangements dans les studios obscurs d'enregistrement. Il observe silencieusement, il apprend avidement, il écoute les magnats de l'industrie. Et l'une de ses leçons les plus précieuses lui est offerte de la manière la plus inattendue par une autre légende vivante de la musique, l'ancien membre des Beatles, Paul McCartney. Lors d'une collaboration amicale qui semblait innocente, McCartney lui glisse un conseil en or massif qui va altérer la trajectoire de l'histoire de la musique. Il lui explique avec la bienveillance d'un aîné que la véritable richesse, le vrai pouvoir inébranlable dans cette industrie impitoyable, ce ne sont pas les concerts épuisants ou les ventes d'albums toujours éphémères. Ce sont les droits d'édition. C'est le fait de posséder les droits légaux sur les chansons écrites par d'autres artistes. McCartney lui confie qu'il achète lui-même des catalogues entiers d'autres musiciens. La réaction de Michael est d'un calme olympien. Il regarde McCartney dans les yeux et lui glisse en souriant qu'un jour, il achètera ses propres chansons. McCartney éclate de rire, prenant cette déclaration pour une simple plaisanterie de jeune prodige. Il a tort, profondément tort. En 1985, le vent tourne en faveur du roi de la pop. Le catalogue ATV Music, une mine d'or contenant les droits d'édition de plus de 250 inoubliables chansons des Beatles, est soudainement mis en vente. Les enchères sur le marché privé sont d'une férocité inouïe. Paul McCartney et Yoko Ono tentent désespérément de s'associer pour le récupérer, mais ils n'arrivent pas à s'aligner sur les exigences financières vertigineuses. C'est alors que Michael Jackson, conseillé dans l'ombre par son redoutable avocat et stratège John Branca, frappe fort et vite comme un prédateur. Il débourse 47,5 millions de dollars pour s'offrir sans pitié le joyau le plus brillant de la couronne de la musique pop britannique.
Cette transaction colossale, considérée alors par beaucoup d'observateurs de l'industrie et de journalistes cyniques comme une folie mégalomane ou un caprice de star capricieuse, se révélera être avec le temps l'un des investissements les plus brillants, les plus visionnaires et les plus rentables de toute l'histoire moderne du divertissement. En achetant ce catalogue sacré, Michael Jackson ne s'assure pas seulement des revenus réguliers pour l'avenir, il met à la main un actif fondamental qui va croître de manière exponentielle, un véritable bouclier financier en titane qui le sauvera de multiples reprises lorsque les ténèbres s'abattront sur lui. Quelques années plus tard, en fusionnant intelligemment ce catalogue avec celui de Sony pour créer la conjointure Sony et TV Music Publishing, il donne naissance à un mastodonte financier absolu, qui vaudra bientôt des milliards. À l'aube des années 90, Michael Jackson plane au sommet absolu de la chaîne alimentaire mondiale. Son compte en banque est devenu un puissant fonds de liquidité. Il signe des contrats publicitaires pharaoniques, pulvérisant tous les records avec un accord historique avec la marque Pepsi, et lance des lignes de vêtements à son effigie, des myriades de produits dérivés, des jeux vidéo d'arcade. Il est le roi incontesté de l'univers capitaliste, brassant des centaines de millions de dollars avec une facilité qui frise l'insolence. Mais c'est précisément là, au zénith aveuglant de sa puissance, que la mécanique de précision commence à se gripper mortellement. À mesure que sa fortune colossale s'accumule, le rapport de Michael Jackson à l'argent se tord, se déforme, se frissole, jusqu'à devenir une pathologie incontrôlable et destructrice. L'argent perd sa fonction première d'outil de sécurité ou d'investissement. Il devient un anesthésiant puissant destiné à combler un vide affectif béant, une enfance volée, évaporée sous les projecteurs, qu'il tente désespérément de racheter à coups de millions. Le symbole ultime et grandiose de cette folie dépensière porte un nom qui résonne désormais comme un conte de fête à la fin tragique. Neverland, un ranch titanesque de plus de 1000 hectares niché au cœur de la vallée de Santa Ynez, en Californie. Michael n'y construit pas simplement une villa luxueuse, il érige de toutes pièces un monde parallèle, un sanctuaire impénétrable, un parc d'attractions privées doté d'une grande roue étincelante et de montagnes russes vertigineuses, un zoo exotique tentaculaire, abritant des éléphants d'Afrique, des lions, des orang-outans, des tigres, une gare ferroviaire digne de l'époque victorienne, avec un authentique train à vapeur grandeur nature, et un cinéma majestueux de 50 places veloutées et des dizaines d'employés hautement qualifiés disponibles nuit et jour pour assouvir la moindre de ses envies. Le coût d'entretien de ce mirage insensé dépasse les 5 millions de dollars par an juste pour s'assurer que les lumières féeriques restent allumées, que les jardins soient parfaits et que les manèges tournent inlassablement, même lorsqu'il n'y a absolument personne pour s'y amuser. Et cette démesure immobilière n'est que la partie émergée de l'iceberg de ses finances en perdition. Michael Jackson développe une addiction compulsive et toxique aux achats hors de prix. Lorsqu'il pénètre dans une galerie d'art renommée, il ne se contente pas de choisir une belle œuvre qui lui plaît, il exige d'acheter la galerie entière. Il dilapide des dizaines de millions de dollars en sculptures extravagantes, en antiquités d'une rare préciosité ramenée d'Europe, en bijoux scintillants de la taille d'un poing, en calèches royales et dans des flottes de voitures de luxe qu'il ne conduit même jamais. Lors d'un simple après-midi de shopping compulsé à Las Vegas, il est capable d'évaporer 5 millions de dollars en quelques minutes sans même cligner les yeux ou consulter le solde de ses comptes. Son entourage de l'époque décrivait avec effrarement un homme qui a totalement et définitivement perdu toute notion humaine de la valeur de l'argent. À ce gouffre personnel s'ajoute une générosité aveugle et souvent maladive. Il finance intégralement des hôpitaux, paye dans le plus grand des secrets les opérations chirurgicales d'enfants inconnus, verse des millions aux œuvres caritatives. Mais il entretient surtout une cour mortifère de profiteurs, de faux amis, de sangsues mondaines et de conseillers véreux qui gravitent inlassablement autour de lui comme des vautours attirés par l'odeur du sang frais d'une proie affaiblie. Des millions et des millions s'évaporent dans un trou noir financier incommensurable à chaque mois. Les experts financiers estiment avec effroi que sa dépense personnelle dépassait allègrement les 50 millions de dollars par an. 50 millions de dollars partis en fumée dans l'illusion perpétuelle d'un bonheur matériel impossible à atteindre dans une quête éperdue de pureté et d'émerveillement qui finira par le ruiner. Puis vient la chute, la vraie, brutale, impitoyable et destructrice. L'année 1993 marque le premier coup de poignard décisif avec les toutes premières accusations d'abus sur mineurs. L'image de l'icône immaculée, le visage angélique de la pop mondiale, est souillée du jour au lendemain dans les tabloïds du monde entier. L'empire tremble sur ses fondations. Les sponsors majeurs paniquent et fuient à grands pas. Les immenses tournées mondiales sont annulées en urgence. Les revenus publicitaires s'effondrent d'un seul coup.
Pour éviter un procès public suffocant et un cirque médiatique potentiellement destructeur pour sa carrière, Michael Jackson accepte de signer un accord de confidentialité et verse un règlement faramineux estimé à plus de 25 millions de dollars. Cet événement charnière marque le début d'une hémorragie financière mortelle qui ne s'arrêtera plus. Les années 90 s'écoulent dans une lente et douloureuse spirale de dépenses toujours aussi délirantes alors que les rentrées d'argent massives, elles, se tarissent inexorablement face à des ventes d'albums moins fulgurantes. L'artiste légendaire est devenu une cible ambulante pour les escrocs du monde entier. Les procès pour de prétendues ruptures de contrat, les poursuites d'anciens collaborateurs aigris et les frais d'avocat de la défense colossaux s'empilent vertigineusement sur son bureau. Le point de non-retour absolu est violemment atteint au milieu des années 2000. En 2005, la star est traînée sans ménagement devant les tribunaux criminels pour de nouvelles accusations extrêmement graves, retransmises en direct à la face du monde. Bien qu'il finisse par être blanchi et acquitté de tous les chefs d'accusation, après un procès cauchemardesque et éprouvant de plusieurs mois, le mal profond est fait et il est irrémédiable. Michael Jackson sort du tribunal de Santa Maria en homme libre aux yeux de la justice, mais en homme totalement détruit, psychologiquement en ruine, physiquement dévasté et surtout financièrement exsangue. Comment fait-il alors pour survivre au quotidien avec un tel train de vie princier alors que l'argent frais ne rentre tout simplement plus dans les caisses ? Il emprunte. Il emprunte massivement, dangereusement, désespérément. Il se tourne vers des institutions financières géantes comme la Bank of America ou le fonds d'investissement rapace Fortress. Son arme secrète, son seul et unique filet de sécurité qui le sépare de la misère de la rue, c'est ce fameux catalogue musical des Beatles acheté 20 ans plus tôt. Sa part de 50% dans Sony ATV vaut désormais des centaines et des centaines de millions de dollars. Il l'utilise cyniquement comme garantie solide pour obtenir des prêts pharaoniques contractant plus de 270 millions de dollars de dettes garantis par ce seul actif majeur. Il hypothèque le domaine de Neverland pour grappiller quelques dizaines de millions supplémentaires. Il emprunte à des taux d'intérêt astronomiques, frôlant l'usure, s'enfonçant chaque jour davantage dans les sables mouvants du surendettement. Il devient le parfait cas d'école financier du concept d'être immensément riche en actifs, mais dramatiquement pauvre en liquidités. L'homme possède dans son coffre-fort un catalogue musical inestimable, évalué à près d'1 milliard de dollars. Mais il ne peut littéralement pas payer les salaires de son personnel ou ses factures d'électricité à la fin du mois. La situation devient tellement insoutenable, tellement chaotique, que les banques finissent par lancer les procédures pour saisir Neverland. Le roi de la pop, l'homme qui avait bâti son propre royaume enchanté, en est chassé comme un malpropre. Il entame alors une errance pathétique et humiliante à travers le monde, vivant en simple invité chez des milliardaires compatissants à Bahreïn, fuyant ses créanciers implacables, logeant dans des hôtels de luxe barricadés à Las Vegas qu'il pète à crédit, tentant désespérément de préserver les apparences devant ses 3 jeunes enfants. Nous arrivons alors à la date fatidique de 2009. Le dos au mur, menacé de faillite personnelle totale et imminente, terrifié chaque nuit l'idée de perdre son précieux catalogue Sony ATV, qui constitue le seul héritage viable de ses enfants, Michael Jackson n'a plus d'autre choix. Il n'y a pas de plan B. Il doit remonter sur scène pour sauver son honneur et sa fortune. Il signe alors un pacte faustien, un contrat titanesque avec le puissant promoteur AEG Live pour une résidence extravagante de 50 concerts à l'Arena O2 de Londres, sobrement intitulée This Is It. 50 concerts intenses pour un homme de 50 ans, profondément épuisé, brisé de l'intérieur, accro aux analgésiques superpuissants et souffrant d'insomnie chronique sévère. La pression financière et médiatique est inhumaine. S'il ne fait pas cette tournée, il perd absolument tout, son catalogue, sa réputation, son futur. Il répète tous les jours au Staples Center de Los Angeles